Bonjour, nous en sommes aujourd'hui à la dernière leçon qui en fait est une sorte de synthèse, discussion autour des concepts et techniques statistiques qui ont été abordés durant ces sessions, mais aussi une sorte de projection sur de nouveaux développements en matière d'analyse statistique avancée. Dans un premier temps, la réflexion portera sur et autour de la modélisation multivariée, précisément comment et pourquoi passer de l'analyse bivariée à l'analyse multivariée, comment construire un modèle multivarié. Dans un deuxième temps, nous nous focaliserons sur la façon de réaliser une modélisation structurale avant de finir avec les modèles classificatoires et liés au temps. On en a déjà parlé tout au long de ce cours, c'est que ce n'est pas parce que deux variables sont associées statistiquement parlant que l'une est la cause de l'autre. Pour pouvoir interpréter une relation en termes de causalité, il faut impliquer au moins une troisième variable et s'assurer que cette variable n'influe pas sur la relation qui est analysée. Eh bien, ça prend de l'analyse multivariée, qui consiste simplement à contrôler une relation entre deux variables en impliquant des variables additionnelles de façon à neutraliser leur effet sur la relation initiale. L'enjeu étant de mettre en évidence les structures de causalité qui sous-tendent des relations entre des variables observées. TAC en particulier identifie 8 structures de causalité qui sont fréquemment utilisées dans le milieu de la recherche. Étant entendu que pour mettre en pratique ces structures de causalité, on utilise des techniques statistiques appropriées. En l'occurrence, on parle de structures de causalité bivariée lorsqu'une variable x a un effet sur une variable y, et ce, après avoir contrôlé implicitement et de façon expérimentale une telle relation en éliminant des variables parasites. Traditionnellement, on utilise ce qu'on appelle les tests de comparaison de moyenne. Dans le cas de la structure de causalité convergente, une variable indépendante x a un effet sur une variable dépendante y, et ce, après avoir contrôlé une autre variable indépendante, et vice-versa. De telle sorte que les deux variables indépendantes convergent vers un point, celui de la variable y. Ainsi, on parle de convergence. La régression linéaire est par exemple appropriée pour mettre en pratique un tel modèle de convergence. Dans le cas d'une structure de causalité fallacieuse, on est en présence d'une variable antécédente z qui explique une relation entre x et y, une relation qui effectivement s'annule en présence de la variable confondante ici z. On parle donc de relation fallacieuse qui est assez similaire statistiquement parlant à la structure de causalité indirecte, à la seule différence qu'ici la variable contrôle z n'est plus antécédente, elle est intermédiaire, autrement dit elle s'intercale entre les variables x et y. Ici, la variable intermédiaire z est le mécanisme qui interprète ou à travers lequel une variable x affecte une variable y. On parle précisément de médiation. Les structures de causalité fallacieuse et indirecte peuvent être mises en application à l'aide de l'analyse achemiнаtoire. Dans le cas d'une structure de causalité interactive, on se pose la question de savoir est-ce que l'effet d'une variable x sur une variable y dépend des niveaux d'une autre variable qui se trouve être la variable modératrice. Et donc on parle de modération. Une telle structure de causalité interactive peut être mise en pratique à l'aide de l'analyse de variance factorielle et de l'analyse tabulaire multivariée. La structure discriminante est assez similaire à la structure de convergence, à la différence qu'ici la variable dépendante y n'est plus quantitative, continue précisément, elle est catégorielle. Ici on se pose la question de savoir est-ce que les prédicteurs x1 et x2 discriminent suffisamment
entre les groupes de la variable dépendante, dont on cherche effectivement à prédire l'appartenance. La régression logistique est appropriée ici. Binaire lorsque nous avons deux groupes, multinomial dans le cas de trois groupes ou plus. Lorsqu'on se pose la question de savoir pourquoi des variables observées sont interdépendantes entre elles et qu'on met en évidence l'existence de variables latentes derrière ces interrelations, on parle de structure latente. Structure qui peut être mise en application à l'aide des analyses factorielles. Lorsqu'on corrèle plutôt des variables latentes entre elles, des variables latentes qui n'appartiennent pas à un même univers, on parle de structure canonique. L'enjeu ici étant de mettre en évidence les ensembles de variables de type x et y qui vont dans le même sens. On utilise à cet effet la corrélation canonique. Et finalement, lorsqu'on cherche à regrouper des individus à partir de variables observées, on est en présence de la structure latente sur données de similarité. Structure qui peut être mise en pratique à l'aide des analyses de classification, dont l'analyse en classe latente ou l'analyse de classes de trajectoire latente. Autant effectivement de structures de causalité que nous avons cherché à mettre en application dans le cadre de ce cours à l'aide de techniques statistiques appropriées. Justement, la mise en pratique de ces structures de causalité suppose de partir d'un modèle, précisément de construire un modèle multivarié. Mais qu'est-ce qu'un modèle? En fait, un modèle est une représentation simplifiée d'une réalité sociale qu'on cherche à rendre intelligible. Autrement dit, on veut que la réalité sociale nous informe sur les facteurs explicatifs des problèmes sociaux, mais aussi nous informe sur les politiques, par exemple, à mettre en place pour offrir des services de qualité aux citoyens. Et donc, en pratique, la modélisation consiste à expliquer une ou des variables par une ou d'autres variables. Et donc, très important au départ d'avoir un modèle, étant entendu que le modèle peut être appelé à évoluer au fur et à mesure que l'analyse avance. Le choix du modèle dépend en particulier de la question de recherche, autrement dit de ce que l'on veut découvrir. En particulier, lorsqu'on cherche à expliquer les interdépendances entre des variables observées, on sait que la structure de causalité latente est appropriée précisément des analyses factorielles, mais aussi en fonction du débit de recherche. Lorsqu'on est en présence d'un débit expérimental, par exemple, on utilise traditionnellement les tests de comparaison de moyenne, mais surtout, le choix du modèle dépend de la nature des variables à expliquer. Précisément, lorsque la variable à expliquer est de nature quantitative, continue précisément, on utilise les modèles linéaires. Lorsqu'elle est plutôt catégorielle, on utilise les modèles logistiques. Lorsqu'on construit un modèle multivarié, une question importante consiste à identifier la variable à modéliser, autrement dit la variable dépendante. Évidemment, dans bien des cas, cela dépend du bon sens, et c'est évident. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse à la relation entre le sexe et le revenu, il est évident que le revenu est la variable dépendante. Mais dans d'autres circonstances, il peut être difficile d'identifier la variable dépendante. En particulier, supposons qu'on s'intéresse à la relation entre la prévalence de troubles mentaux et la consommation de médicaments psychotropes. Laquelle des deux variables est la variable dépendante? Évidemment, ça va dépendre de l'objectif de la recherche, mais aussi du domaine disciplinaire. En particulier, les psychologues vont peut-être chercher à modéliser les troubles mentaux, alors que les sociologues vont surtout s'intéresser à la consommation de psychotropes comme étant la variable dépendante à expliquer par les troubles mentaux. Et par conséquent, le choix de la variable à modéliser n'est pas très difficile. Ce n'est pas le cas du choix des variables explicatives qui est encore beaucoup plus complexe. En fait, les chercheurs ou l'analyste est perplexe face à la multitude
des variables susceptibles d'expliquer un phénomène en particulier. Et la tentation est grande de chercher à maximiser le nombre de variables explicatives à inclure dans le modèle de façon à, par exemple, augmenter la variance expliquée, mais aussi à mieux contrôler les variables parasites. En théorie, oui, mais en pratique, ce n'est pas aussi simple. En réalité, plus on augmente le nombre de variables explicatives incluses dans le modèle, plus grand est le risque d'obtenir des données manquantes. Pourquoi? Parce que les données manquantes vont justement s'ajuster au fur et à mesure qu'on ajoute des variables explicatives, de telle sorte qu'on risque de perdre en puissance statistique du fait de la faiblesse de l'échantillon qui résulte effectivement de la pluralité des données manquantes. Mais aussi le risque est grand d'inclure des cas déviants. Or, nous savons que les modèles multivariés sont particulièrement sensibles à la présence de scores aberrants, de telle sorte que l'estimation risque d'être perturbée et surtout la force du modèle estimé peut s'en trouver réduite. Plus le nombre de variables explicatives est important, eh bien, plus grand est le risque de réduire le nombre de degrés de liberté. Or, lorsque le nombre de degrés de liberté est petit, eh bien, la valeur critique a tendance à être élevée. Et lorsque la valeur critique est élevée, il peut être très difficile de rejeter l'hypothèse nulle, les tests devenant de plus en plus exigeants. En l'occurrence, lorsque le nombre de degrés de liberté est réduit, cela signifie qu'on postule plus de relations que de données disponibles. Et donc, on peut sans problème imaginer toute la difficulté à trouver des effets significatifs. Mais aussi, le risque est grand d'inclure des prédicteurs redondants, ce qu'on appelle la multicollinarité, qui consiste simplement à inclure dans un modèle des prédicteurs qui sont fortement corrélés entre eux. Or, on en a déjà parlé, la multicollinarité pose un problème d'inflation des erreurs types. Autrement dit, plus les prédicteurs sont corrélés entre eux, et bien plus les erreurs types vont être élevées. Et lorsque les erreurs types sont élevées, vous réduisez vos chances de trouver des effets significatifs. De telle sorte que dans certaines situations même, en présence d'une multicollinarité forte, on obtient une multitude de solutions possibles. Autrement dit, on n'obtient pas une solution unique. De telle sorte que le logiciel peut ne pas tout simplement converger, en particulier lorsque la taille de l'échantillon est faible. Et on peut vérifier ce postulat de multicollinarité s'assurant que les corrélations ne dépassent pas 0,70 et surtout en utilisant le vif et la tolérance. Et par conséquent, s'il y a un conseil que je peux donner ici, c'est vraiment de choisir les variables explicatives de façon parcimonieuse. Autrement dit, de ne pas être tenté d'inclure le plus de variables explicatives dans un modèle. En particulier, on peut se référer à ce qui se fait dans la littérature de façon à sélectionner des prédicteurs d'intérêt, mais aussi à l'absence de toute référence théorique, on peut y aller de façon empirique. Autrement dit, on peut tester de façon bivariée l'effet des prédicteurs, l'effet de chacun des prédicteurs sur la variable à modéliser, de façon ultimement à choisir les prédicteurs les plus significatifs eu égard à la variable à modéliser. Étant entendu que lorsqu'on se retrouve, c'est pas avec 100 prédicteurs, on a peut-être plutôt intérêt à laisser le logiciel le soin de choisir les prédicteurs selon leur contribution statistique au modèle et ainsi utiliser ce qu'on appelle la modélisation progressive. Mais de manière générale, une bonne pratique consiste à ne pas laisser le logiciel le soin de choisir les prédicteurs pour nous. Donc l'idée, c'est vraiment d'être maître des options, choisissant nous-mêmes les prédicteurs à inclure dans le modèle et ce, de façon parcimonieuse. En général, il n'existe pas une façon standard de choisir des variables explicatives, mais on peut effectivement utiliser une procédure qui est appropriée dans le milieu de la recherche, en débutant par des analyses bivariées entre la variable dépendante et chacune des variables explicatives, en prenant un seuil moins exigeant, par exemple de 0,10, d'autres vont prendre un seuil de 0,20 ou de 0,25. Moi personnellement, je préfère prendre un seuil de 0,10 et surtout s'assurer
de ne pas larguer d'un seul coup des variables indépendantes qui pourraient s'avérer statistiquement significatives en présence d'autres variables. Autrement dit, il peut y avoir des effets de dissimulation. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas larguer des variables qui pourraient s'avérer intéressantes dans le modèle multivarié. Qu'on peut estimer en adoptant une procédure hiérarchique, autrement dit, on inclut les prédicteurs les uns à la suite des autres ou par bloc. L'idéal est de partir bien sûr d'un modèle théorique qui va aider à agencer les prédicteurs, autrement dit leur inclusion dans le modèle multivarié, et ultimement estimer un modèle de régression parcimonieuse où on inclut seulement les prédicteurs qui sont significatifs. Le but étant d'obtenir un modèle empiriquement ancré et théoriquement solide qu'on peut ajuster aux données en utilisant un logiciel de modélisation, de façon à confirmer les relations qui sont postulées dans le modèle multivarié en question. Lorsqu'on cherche à construire un modèle multivarié, une attention importante doit être accordée au codage des variables, en particulier des variables explicatives. Lorsqu'on travaille avec la variable âge, qui est une variable continue, donc mesurée en années, on a peut-être intérêt à laisser le niveau de mesure tel quel, de façon à maximiser la puissance statistique. Nous savons que les variables quantitatives mesurées selon l'échelle de ratio sont les variables qui comportent le niveau de mesure le plus élevé. Mais aussi, c'est plus économique, plus simple de considérer l'âge comme étant une variable continue, étant entendu qu'ainsi on perd un seul degré de liberté. Mais en notant que l'effet de l'âge sur la variable dépendante soit linéaire, en particulier si on s'intéresse à l'effet de l'âge sur le déclin cognitif. Eh bien, nous savons que les deux variables sont liées de façon linéaire. On peut considérer ici l'âge comme étant une mesure continue. Mais dans d'autres situations, on gagnerait peut-être à plutôt transformer la variable âge. En particulier, supposons qu'on s'intéresse à l'effet de l'âge sur la détresse. Nous savons que ces deux variables sont en général reliées de façon curvilinéaire. Alors une façon de capter ce caractère curvilinéaire est d'inclure autant l'âge comme mesure continue que l'âge au carré. Le fait d'élever au carré l'âge permet effectivement de capter l'effet curvilinéaire de l'âge sur la détresse. Et surtout, il peut y avoir un effet de seuil. Supposons qu'on s'intéresse à la relation entre l'âge et le cancer. Alors nous savons que la relation apparaît seulement à partir d'un certain âge. Et donc on parle d'effet de seuil. Et bien ici, on gagnerait plutôt à catégoriser l'âge en classe de façon effectivement à capter la relation à partir d'un certain âge, ou lorsqu'on s'intéresse à la relation entre l'âge et la détresse, on gagnerait à isoler les jeunes, les adultes et les âges avancés. Car nous savons que la relation entre l'âge et la détresse va se révéler surtout au niveau des âges jeunes et des âges avancés, la relation étant curvilinéaire. Et donc, de façon générale, lorsque vous catégorisez les valeurs d'une variable quantitative en particulier, eh bien faites-le en cohérence avec les objectifs de la recherche. Et surtout, vous assurez que les catégories sont mutuellement exclusives et collectivement exhaustives. Autrement dit, chaque cas tombe dans une seule catégorie. Et s'il y a des cas qui ne rentrent pas dans une catégorie, vous créez la catégorie autre. Autrement dit, la catégorie résiduelle autre qui inclut les cas qui ne font pas partie des catégories prédéterminées. Étant entendu que les catégories, effectivement, doivent être raisonnables, on s'entend, en nombre, mais aussi en contenu. Pour les seuils de coupure, l'idéal est d'avoir des seuils cliniques. Mais à l'absence de toute référence théorique, on peut y aller de façon mécanique, en utilisant la médiane comme seuil de coupure, ou bien la moyenne, un négatif en dessous de la moyenne et un négatif au-dessus de la moyenne, ou bien même utiliser les centiles, par exemple 16, 50 et 84, de façon à catégoriser les variables d'intérêt.
Dans le cas de variables explicatives qualitatives, c'est un peu plus compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la variable est dichotomique, il faut la coder 0, 1 et l'interpréter finalement comme une variable d'échelle. Lorsqu'on passe de 0 à 1, comment se comporte la variable dépendante? Lorsque la variable explicative est plutôt qualitative, non dichotomique, c'est-à-dire comporte 3 catégories ou plus, il faut créer des variables factices dichotomiques de façon à inclure dans le modèle seulement K-1 catégorie. Étant entendu qu'on l'a déjà vu, dans le cas du modèle de régression logistique, le logiciel peut lui-même choisir la catégorie de référence. Mais vous avez compris que vous avez plutôt intérêt à être plutôt maître des options. Autrement dit, à identifier la catégorie de référence par rapport à laquelle comparer les autres catégories. Alors, très important de s'assurer que la catégorie de référence ne comporte pas un nombre faible de cas. Parce que dans ce genre de situation, vous allez avoir tendance à perdre en puissance statistique. On peut mieux analyser une relation entre deux variables en modélisant des effets médiateurs et modérateurs. En particulier, si deux variables sont reliées entre elles, c'est parce qu'il y a une raison. Autrement dit, il y a des mécanismes qui sont impliqués, précisément des conditions et processus qui expliquent une telle relation. C'est ce qu'on appelle effet médiateur et modérateur. Concernant le modèle de médiation, l'enjeu ici est de mettre en évidence le processus par lequel une variable x agit sur une variable y. Ici, il sera très important de toujours tester la signification statistique de l'effet indirect, autrement dit de l'effet médiateur. À cet effet, on en a déjà parlé. La technique la plus aboutie de nos jours est ce qu'on appelle la méthode du bootstrap, qui permet effectivement d'obtenir un intervalle de confiance robuste pour ce qui est de l'effet indirect. Dans le cas de la modération, on cherche plutôt à savoir à quelles conditions une variable x affecte-t-elle une variable y. On l'a déjà vu, il est particulièrement difficile d'interpréter un coefficient de régression en lien avec un effet d'interaction. Et donc, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les interactions sont moins étudiées qu'elles ne le devraient. Et justement, pour mieux interpréter un effet d'interaction, une bonne pratique consiste à le décomposer à l'aide, par exemple, du module process de façon à représenter l'effet visuellement par la suite et en faciliter l'interprétation. Et donc, de manière générale, la modélisation d'effets médiateurs et modérateurs permet de mieux comprendre une relation entre deux variables du point de vue sociologique, mais aussi d'optimiser des programmes d'intervention de façon à savoir, par exemple, comment un programme fonctionne et dans quelle situation un programme fonctionne-t-il.